le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est lundi, première sortie de la page internationale au Grand Journal du 14h pour cette semaine. Bon début de semaine à tous et à toutes depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ealichi Dorelas, pour présenter cette page internationale à Jacques Mel pour le Grand Journal. Journal François Roubans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacques Mel. Ouvrant cette page internationale en Haïti, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a parlé concernant les émeutes en Haïti dans une interview accordée à France 24. Écoutons un extrait. En Haïti, la hausse du prix du carburant provoque depuis quelques jours des émeutes, des pillages. Vous venez d'appeler toutes les parties à désamorcer la crise. Est-ce qu'il faut resubventionner le carburant pour les populations les plus démunies? Et est-ce que le plan d'urgence de quelques millions de dollars dont vous venez d'obtenir le déblocage, est-ce que ce plan est à la hauteur des enjeux? Du point de vue, je dirais, des principes, je crois qu'on devrait subventionner les familles et pas les carburants. Et ce n'est pas exactement la même chose. Parce que ça permet aux familles d'obtenir les ressources dont elles ont besoin, et ça ne se traduit pas dans un bénéfice pour les combustibles fossiles. Mais dans le cas de l'Haïti, ce que j'ai dit, on a eu plusieurs réunions du Conseil de sécurité, et je suis convaincu qu'il faut absolument réintroduire une sécurité sérieusement. Et la proposition que j'ai mise sur la table, c'est qu'il faut vraiment un programme international d'appui à la formation et à l'équipement de la police, mais qu'il faudra avoir dans cette perspective une force robuste capable de mettre fin à l'action des gangs. Nous connaissons tous dans les pays, nous avons au Portugal, vous avez en France, des forces de police robustes. Et je crois qu'il nous faut avoir en Haïti, dans cette transition de formation et d'équipement d'une police qui pour le moment est inefficace, il faut avoir une force qui puisse vraiment mettre de l'ordre vis-à-vis une ville, notamment, mais aussi le pays, complètement contrôlé par des gangs. Ce ne sont pas des mouvements politiques, ce sont des gangs, malheureusement, infiltrés aussi par des gens liés au pouvoir économique et au pouvoir politique. Nous irons à Londres. Les funérailles de la reine Elisabeth II. Britanniques ou touristes venus de loin se sont massés à Londres ou à Windsor ce lundi pour les funérailles d'Elisabeth II. Voici un reportage signé Euronews. Des centaines de milliers de personnes ont suivi ce lundi le cortège funéraire d'Elisabeth II à Londres. Des écrans géants étaient disposés à travers la ville pour pouvoir assister à distance à la cérémonie. Beaucoup ont attendu pendant plusieurs heures à l'extérieur pour apercevoir le corbillard transportant le cercueil de la reine. J'attends depuis 6 heures du matin. Nous avons essayé de nous rapprocher de Hyde Park Corner et de l'Arche de Wellington où le cercueil devait être transféré dans le corbillard, mais nous n'avons pas pu nous approcher davantage. J'ai été dans l'armée pendant 10 ans et j'ai juste senti que je devais venir et faire ça pour dire au revoir et merci pour tout ce qu'elle a fait. Tout le monde est ici pour rendre hommage à la reine et les gens s'ouvrent simplement les uns aux autres. Ils se parlent, ils sont amicaux et il y a un sentiment massif de communauté. C'est ce que la reine aurait voulu. Forte affluence à Édimbourg également, en Écosse. La foule s'est rassemblée à Holyrood Park pour suivre l'événement sur écran géant. Partout au Royaume-Uni, mais également dans le monde, les yeux étaient rivés ce lundi sur les télévisions pour suivre les funérailles du siècle.
Pendant la direction du continent africain, principalement au Niger, des Nigériens ont manifesté dimanche contre la présence des militaires français. Voici un reportage signé Africa News. Des centaines de personnes ont manifesté pacifiquement dimanche dans les rues de la capitale nigérienne Niamey contre la force anti-djihadiste française Barkhane avant de tenir un meeting devant le siège de l'Assemblée nationale. Nous ne voulons plus de vous. Poussés hors du Mali, quelques 3000 militaires français sont toujours déployés dans le Sahel, notamment au Niger, l'un des principaux alliés de la France dans cette région. Les slogans anti-français parce que nous exigeons le départ immédiat de la force Barkhane au Niger, qui aliène notre souveraineté, qui est en train de déstabiliser le Sahel. La France aujourd'hui empêche toute possibilité de collaboration et de coopération basée sur la confiance entre notre pays et le Mali pour endiguer le terrorisme qui n'est qu'une invention et une création de la France à partir de l'assassinat de Kadhafi. Ces derniers mois, plusieurs manifestations anti-françaises ont lieu au Sahel, notamment fin novembre 2021, lorsqu'un convoi de Barkhane parti d'Abidjan en Côte d'Ivoire pour rejoindre Gao au Mali avait été caillassé par des manifestants à Kaya au Burkina Faso. On a décidé de sortir pour dire non, pour que le monde entier sache que vraiment nous ne sommes pas derrière la petite France. Nous ne voulons pas de la France. Nos militaires nous suffisent. Dans le courant du mois d'août, le mouvement M62, à l'origine de cette manifestation, avait lancé une pétition contre la présence de Barkhane au Niger. Nous resterons toujours dans le continent africain. Cette fois-ci, nous irons au Nigeria. Un mémorandum d'entente relatif au projet de gazoduc Nigeria-Maroc a été signé le 15 septembre à Rabat entre la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le Nigeria et le Maroc au long de 6000 km. L'ouvrage devrait traverser 13 pays africains et pourrait à terme répondre à la demande européenne. Voici un reportage signé RT. Une poignée de main hautement symbolique. Jeudi, les dirigeants de la National Nigerian Petroleum Company Limited, de l'Office marocain des hydrocarbures et des mines, et un haut responsable de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest chargé de l'énergie ont paraphé le mémorandum sur un projet très attendu, celui du gazoduc Nigeria-Maroc. Nous et notre partenaire avons travaillé très étroitement au cours des 45 dernières années pour faire en sorte d'arriver à ce stade. Nous sommes maintenant à un point dont il est impossible de revenir. Nous sommes désormais convaincus que ce projet se réalisera et il sera réalisé et soumis à la FID en 2023. Le point d'orgue après plusieurs années de négociations. Long de 6000 km, le projet de gazoduc, dont le calendrier n'a pas été établi, traversera 13 pays africains le long de la côte atlantique et devrait permettre l'acheminement de plus de 5000 milliards de mètres cubes de gaz naturel jusqu'au Maroc, avec en ligne de mire le marché européen. Le projet Le Gazoduc Nigeria-Maroc est un projet intégré et structurant qui s'est fixé des objectifs multiples. Parmi eux, l'accélération de l'électrification et du développement énergétique, le soutien au développement social, industriel et économique, la promotion de l'intégration régionale, la réduction du torchage du gaz, la contribution à la lutte contre la désertification et l'exportation du gaz vers l'Europe, qui est l'un des principaux marchés. Le marché marocain est lui aussi en quête de nouvelles solutions d'approvisionnement. En cause, une grave crise avec l'Algérie, premier exportateur africain de gaz naturel et le 7e au plan mondial, qui a conduit à la rupture des relations diplomatiques en août 2021 et à la fermeture du gazoduc Maghreb-Europe. La signature de jeudi pourrait accentuer cette rivalité régionale. Fin juillet, les ministres de l'énergie algériens, nigérians et nigériens ont signé de leur côté un mémorandum d'entente pour matérialiser un méga-projet concurrent de gazoduc afin d'acheminer du gaz nigérian vers l'Europe en passant par le Niger et l'Algérie. Laissons le Nigeria, zoom sur le monde. Que se passe-t-il dans le monde sur la guerre en Ukraine? Aujourd'hui, on va parler de la coopération de Shanghai avec nos confrères de la 28 à l'émission Mise au point. La question qui a été posée, comment l'organisation de coopération de Shanghai est en train de créer un nouvel ordre mondial? Écoutons un reportage. L'heure des retrouvailles.
En Ouzbékistan aujourd'hui, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont resserré encore davantage les liens entre la Russie et la Chine, comme un défi lancé à l'Occident. La Chine est prête à faire des efforts avec la Russie pour assumer le statut de grande puissance et jouer un rôle de guide et de stabilité. La dernière rencontre entre les deux hommes remonte au 4 février dernier à Pékin. Le ton était déjà au rapprochement. Nos relations bilatérales progressent effectivement dans un esprit d'amitié et de collaboration stratégique. 16 jours plus tard, Vladimir Poutine lançait son offensive contre l'Ukraine. La Chine ne l'a jamais condamné. À Samarcande, en Ouzbékistan, les deux chefs d'État comptent sur le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai pour renforcer leur partenariat et leur influence. Instituée en 2001 par la Chine, l'OCS regroupe la Russie et 4 États d'Asie centrale. En 2017, elle s'est élargie à l'Inde et au Pakistan. L'Iran attend également sa carte de membre. De quoi réjouir le secrétaire national de l'organisation. De nombreux pays manifestent un vif intérêt à rejoindre l'OCS, parce qu'étant donné les profonds changements mondiaux auxquels nous assistons, ils recherchent un nouveau type de relations internationales fondées sur le respect, l'équité, la justice et le bénéfice mutuel. Alors quel bénéfice mutuel Vladimir Poutine et Xi Jinping espèrent-ils tirer du sommet de Samarcande ? L'OCS peut-elle devenir, comme le souhaite le Kremlin, une alternative aux organisations occidentales ? La Russie et la Chine se préparent-elles à gouverner le monde ? Et voilà, c'est la fin de la page internationale pour ce lundi. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Ed Prod, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter cette page internationale, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Coup d'œil sur la météo pour ce lundi. Boston, 68 degrés Fahrenheit, 20 degrés Celsius. Jacmel, 91 degrés Fahrenheit, 33 degrés Celsius. Un ciel sans soleil à Boston. Voilà. Bonsoir Janelle, bonsoir aux Barnes, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent lundi. Bon début de semaine. À demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.